Maintenant, commençons. La tasse à café s'est brisée sur le sol en marbre. Elena n'avait pas l'intention de la laisser tomber. Ses doigts se sont simplement ouverts, comme si son corps avait compris avant son esprit. 11 mois de mariage. Et l'homme assis en face d'elle, à cette longue table ridicule, venait de lui dire la vérité. Une vérité qu'elle avait eu trop peur de demander. Dante n'a pas tressailli quand la porcelaine s'est cassée. Il n'a même pas baissé les yeux vers les morceaux. Il a plié son journal une fois, avec la même précision qu'il pliait tout dans sa vie. Ses chemises, ses secrets, sa femme. Puis il a pris une lente gorgée de son expresso. « Maria nettoiera », a-t-il dit. Elena l'a dévisagé. Ses mains flottaient encore dans les airs, là où se trouvait la tasse. « C'est tout ce que tu as à me dire. Qu'y a-t-il d'autre à ajouter? Tu viens de me dire que tout notre mariage était un mensonge. » Dante. Il l'a enfin regardé. Ses yeux sombres, ceux qui faisaient autrefois flageoler ses genoux devant l'autel, il y a 11 mois. Maintenant, il ressemblait à deux portes fermées. « Je t'ai dit la vérité », a-t-il dit. « Il y a une différence. » Elena a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas son cœur. Son cœur s'était brisé il y a longtemps. Aux alentours du 3e mois, quand elle a réalisé que son mari dormait dans une autre aile de la maison. Non, c'était quelque chose de plus profond. C'était sa fierté. C'était la dernière chose qui lui restait, et il venait de la lui prendre pendant le petit déjeuner. Répète-le. Sa voix tremblait, mais elle s'en fichait. Regarde-moi et répète-le, Dante. Dis-le. Il a posé son expresso. Sa mâchoire s'est légèrement contractée. C'était la première vraie réaction qu'elle voyait de sa part depuis des semaines. « Je ne t'ai jamais aimé », a-t-il dit. « Je t'ai épousé parce que ton père me l'a demandé, parce qu'il avait quelque chose dont j'avais besoin, et parce que te protéger assurait la loyauté de ces hommes après sa mort. Ça n'a jamais été que ça. » Le silence qui a suivi a été la chose la plus assourdissante qu'Elena ait jamais entendue. Quelque part dans la maison, une horloge de grand-père sonnait. Maria, la gouvernante, écoutait probablement depuis la cuisine. Les deux gardes devant la porte de la salle à manger écoutaient presque certainement aussi. Tout le monde dans cette maison a entendu le moment où le mariage d'Elena Bellini est officiellement mort et personne n'a bougé. « 11 mois, a murmuré Elena. « Pardon? 11 mois, Dante. J'ai été ta femme pendant 11 mois. J'étais assise à côté de toi à l'enterrement de ta mère. Je t'ai tenu la main quand ils ont descendu son cercueil. Et tu me dis que pendant tout ce temps, je n'étais qu'une assurance? Ne sois pas dramatique. Dramatique. Sa voix a brisé le mot en deux. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le marbre. Le son a résonné sous le plafond voûté comme un coup de feu. Dante la regardait, calme, contrôlé, de la même manière qu'il regardait ces hommes quand ils faisaient des erreurs. « Tu m'as dit que tu apprendrais à m'aimer, » a dit Elena. « Notre nuit de noces, tu t'es assise au bord de ce lit et tu m'as dit « Laisse-moi du temps, Elena. » Tu te souviens de ça? Je me souviens. C'était un mensonge, ça aussi? Il a hésité juste une seconde, mais Elena l'a vu. Ce n'était pas un mensonge. Un mensonge, a-t-il dit prudemment. C'était une gentillesse. Une gentillesse. Tu avais 23 ans. Ton père venait de mourir. Tu étais terrifié. Ça aurait été cruel de te dire la vérité ce soir-là. Alors, tu as attendu 11 mois pour être cruel. J'ai attendu 11 mois parce que ça n'avait pas d'importance. Et voilà le vrai coup de poignard. Pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont il les a dit. Comme s'il expliquait l'arithmétique à un enfant. Ça n'avait pas d'importance. Elle n'avait pas d'importance. Les vœux n'avaient pas d'importance. La façon dont elle s'était endormie en pleurant le premier mois n'avait pas d'importance. La façon dont elle avait lentement, stupidement, commencé à espérer n'avait pas d'importance. Elena s'est rassise. Ses jambes ont simplement cessé de fonctionner. « Pourquoi me le dis-tu maintenant? » Dante a repris son expresso. « Parce qu'Alejandro Russo vient dîner vendredi et j'ai besoin que tu lui souris. J'ai besoin que tu aies l'air d'une femme heureuse. Et je ne veux pas que tu confondes ce que je ferai devant lui avec de l'affection. J'ai pensé qu'il était temps que tu comprennes ce que c'est. Donc, c'est un briefing professionnel. C'est une courtoisie. » Une courtoisie? Oui, Elena, une courtoisie. La plupart des hommes dans ma position ne te l'auraient pas dit du tout. Son rire est sorti, sec et craquelé.
comme quelque chose qui meurt dans un désert. Devrais-je te remercier, Dante? Devrais-je t'écrire une carte? Il n'a pas répondu. Il a juste fini son expresso, s'est levé et a boutonné le bouton supérieur de sa veste de costume. Il partait. Il allait vraiment sortir de la pièce après l'avoir vidé de ses entrailles devant une assiette de viennoiserie. « Où vas-tu? » a-t-elle demandé. « J'ai une réunion en ville. »« Bien sûr que tu en as une, Elena. » Il s'est arrêté sur le seuil, mais il ne s'est pas retourné. « Essaie de te reposer aujourd'hui, tu as l'air fatigué. » Et puis il est parti. Elle est restée assise là pendant longtemps. Elle ne savait pas combien de temps. Maria est entrée à un moment donné, silencieuse comme un fantôme, et a commencé à balayer les morceaux de la tasse à café. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas regardé Elena. La femme travaillait dans cette maison depuis 30 ans. Elle avait probablement vu pire. Maria, la vieille femme s'est redressée, le balai toujours à la main. « Oui, signora, le savais-tu? » Les yeux de Maria se sont baissés vers le sol. « Depuis combien de temps tout le monde est au courant, Maria? »« Signora, s'il vous plaît, depuis combien de temps? » Maria a posé le balai contre le mur. Elle s'est approchée d'Elena et, un instant, la vieille femme a posé sa main sur l'épaule d'Elena. C'était le premier contact humain qu'Elena avait ressenti depuis des semaines. « Depuis avant le mariage, » a dit Maria doucement. « Mais, signora, il y a des choses que vous ne savez pas sur cette famille. Des choses que votre père ne vous a pas dites. Vous devez être prudente aujourd'hui, surtout. »« Que veux-tu dire? » Maria a jeté un coup d'œil à la porte. Puis elle s'est penchée près d'elle. « Votre père a laissé quelque chose pour vous dans le coffre-fort, derrière le tableau de son ancien bureau. Dante n'est pas au courant. Il pense qu'il a tout, mais ce n'est pas le cas. Votre père m'a dit que si le jour venait, je devais vous le dire. Je pense qu'aujourd'hui est ce jour. » Le souffle d'Elena s'est coupé. « Maria, la combinaison est l'anniversaire de votre mère. Il a dit que vous sauriez lequel. » Maria a serré son épaule une dernière fois. « Signora, quoi que vous en fassiez, soyez prudente. Certaines vérités peuvent tuer une personne. » Et puis elle a ramassé le balai et a continué à balayer comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Elena n'est pas allée tout de suite au bureau de son père. Elle est d'abord allée dans sa chambre. Elle s'est assise au bord de l'énorme lit dans lequel elle avait dormi, seule, pendant la majeure partie de son mariage. Et elle a regardé son propre reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. La femme qui la regardait semblait être une étrangère. « Qui es-tu? » pensa-t-elle. « Qui as-tu laissé devenir? » Elle avait 24 ans, elle avait un diplôme en histoire de l'art qu'elle n'avait jamais utilisé. Elle parlait 3 langues. Sa mère lui avait dit un jour, quand elle avait 10 ans, qu'elle deviendrait quelqu'un dont le monde se souviendrait. Et la voilà, une épouse qui n'était pas une épouse, un trophée sur une étagère, une courtoisie. Elle a levé la main et a enlevé son alliance. Elle était plus lourde qu'elle ne s'en souvenait. 4 carats de diamants froids et parfaits. Elle l'a retournée dans sa paume. Puis elle l'a posée très soigneusement sur la table de chevet et elle est allée au bureau de son père. Le tableau représentait une scène de chasse. Dante l'avait détesté. Trop démodé, avait-il dit. Débarrasse-toi de ça. Mais Elena avait refusé. C'était le seul morceau de son père qui restait dans la maison. Et elle s'était battue avec Dante à ce sujet. La seule et unique fois où elle s'était battue avec lui pour quoi que ce soit. Maintenant, elle comprenait pourquoi son père avait choisi ce tableau en particulier. Elle l'a écarté du mur. Le coffre-fort était derrière, comme l'avait dit Maria. L'anniversaire de sa mère. Sa mère était née en juin, le 14 juin 1962. Les doigts d'Elena ont hésité sur le cadran. Il a dit que vous sauriez lequel. Sa mère avait toujours plaisanté en disant qu'elle avait 2 anniversaires. Le vrai et celui de son faux passeport. De l'époque où le père d'Elena l'avait fait sortir clandestinement de Sicile, jeune mariée. Le faux était le 9 septembre 1964. Elena a essayé le faux en premier. Le coffre-fort s'est ouvert avec un déclic. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en manille, épaisse, jaunie sur les bords, et une lettre avec son nom écrit dessus, de l'écriture de son père. Sa main s'est mise à trembler. Elle a d'abord ouvert la lettre. « Ma Elena », commençait-elle. « Si tu lis ceci, alors je suis parti. Et tu as enfin vu Dante Salvatore pour ce qu'il est. Pardonne-moi, ma fille. Je savais ce qu'il était quand je t'ai donné à lui. Je n'avais pas le choix. »
La famille que j'ai bâtie avait des ennemis qui allaient venir te chercher dès que je serais enterré. Et Dante était le seul homme assez fort pour te garder en vie. Mais il n'allait jamais t'aimer, Elena. Ce n'était pas ce que j'achetais. Dans cette enveloppe se trouve tout ce que je ne pouvais pas te dire de mon vivant. Des itinéraires, des paiements, des noms. Les parties de l'Empire Salvatore que même Dante ne sait pas appartenir à quelqu'un d'autre. Ton père n'était pas le saint que tu croyais. Mais je n'étais pas non plus sa marionnette. J'ai gardé une assurance, Elena, et maintenant l'assurance t'appartient. Utilise-la pour être libre. N'essaie pas de le détruire. Il gagnera ce combat. Utilise-la pour partir. Utilise-la pour devenir la femme que ta mère savait que tu pouvais être. Je t'aime, Piccolola. Je t'ai toujours aimé et je suis désolé. Papa, Elena s'est assise par terre dans le bureau de son père. Elle est restée là, et pour la première fois depuis que Dante avait prononcé ces mots ce matin-là, elle a pleuré. Pas fort, pas de manière désordonnée. Juste des larmes régulières, l'une après l'autre. Le genre de pleurs d'une femme qui admet enfin que personne ne viendra la sauver. Et puis elle a arrêté de pleurer parce que la lettre avait raison. Personne n'allait venir la sauver. Elle allait devoir se sauver elle-même. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle n'a pas compris la plupart de ce qu'il y avait dedans. Pas au début. Il y avait des noms qu'elle reconnaissait. Des sénateurs, un juge, un cardinal. Il y avait des itinéraires marqués avec des dates. Il y avait des numéros de compte bancaires en Suisse, au Caïman, et il y avait un petit carnet en cuir, du genre que son père portait dans sa poche intérieure, rempli de son écriture serrée et précise. Elle a tourné à la dernière page, et c'est là qu'elle a vu un nom auquel elle ne s'attendait pas. Salvatore Marco, payé 3,2 millions, New York, octobre 2019. Marco était le père de Dante. Il était mort en octobre 2019. Officiellement, il avait eu une crise cardiaque dans son sommeil. Officieusement, Elena avait toujours supposé que c'était l'un des Russo. C'est ce que tout le monde chuchotait à l'enterrement. C'est ce que Dante lui avait dit la seule fois où il avait parlé de son père. Mais son père avait écrit payé. Son père avait payé pour la mort de Marco Salvatore. Et si jamais Dante trouvait ce carnet, si jamais Dante apprenait que le père d'Elena était celui qui avait tué son père, Dante ne cesserait pas seulement d'être son mari. Dante la tuerait. Elena a refermé le carnet très lentement. Ses mains ne tremblaient plus. Elle avait dépassé le stade des tremblements. Elle était dans un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus froid. Elle a regardé sa montre. Il était 11h47 du matin. Il serait parti au moins jusqu'au soir. Maria la couvrirait aussi longtemps qu'elle le pourrait. Les gardes à la porte changeaient de service à midi et pendant 15 minutes, la porte est n'était pas surveillée. Elena le savait parce qu'elle l'avait observé tous les jours pendant 11 mois. Même si elle ne s'était jamais avoué pourquoi elle l'observait, elle avait 12 minutes. 12 minutes pour faire un sac, prendre l'enveloppe, laisser la bague et sortir du domaine Salvatore pour la dernière fois. Elle laisse retourner dans sa chambre. Elle a sorti un petit sac de voyage en cuir du placard. Elle y a jeté un change de vêtements, le peu d'argent liquide qu'elle avait caché dans sa boîte de tampons, 5 000 $. Elle avait prélevé sur le compte du ménage pendant des mois sans savoir pourquoi. Son passeport et le médaillon que sa mère lui avait donné pour son 16e anniversaire. Elle s'est arrêtée à la table de chevet. Elle a regardé l'alliance une dernière fois, puis elle a pris un morceau de son papier à lettres de mariage. Le papier de couleur crème avec Elena Bellini Salvatore et en relief doré en haut. Et elle a écrit 3 mots dessus. Tu avais raison. Elle a plié le papier, l'a posé à côté de la bague et elle est partie. Maria attendait à la porte des domestiques près de la cuisine. Elle avait un manteau, un des siens, en laine noire unie, et une écharpe pour couvrir les cheveux d'Elena. La porte est, a murmuré Maria en lui tendant le manteau. Il y a un taxi qui attend sur la via Vicenza. Ne donnez pas votre nom au chauffeur. N'utilisez pas votre téléphone. Signora? Oui. Maria a pressé quelque chose dans la main d'Elena. Une petite croix en argent sur une fine chaîne. C'était à votre mère. Elle me l'a donné le jour de votre naissance. Elle a dit, si jamais Elena en a besoin, tu la lui donnes. Je pense qu'elle savait. Elena n'avait pas de mots. Elle a juste hoché la tête et a serré la vieille femme dans ses bras pendant une longue seconde. Puis elle s'est glissée par la porte des domestiques dans le jardin. La porte est était à 30 mètres. Elle a marché vite, mais pas trop vite. La tête baissée, l'écharpe relevée.
Elle pouvait entendre son propre cœur dans ses oreilles. Elle pouvait entendre le gravier sous ses chaussures. Elle pouvait entendre un jardinier quelque part derrière elle, sifflant, ignorant que la signora de la maison sortait de son mariage avec un sac à la main. Elle a atteint la porte. Elle n'était pas surveillée, comme elle le savait. Elle l'a poussée, et pendant une seconde terrible, une seconde qui s'est étirée en ce qui a semblé être une heure, Elena Bellini s'est tenue avec un pied à l'intérieur du domaine Salvatore et un pied dans la rue. Et elle a pensé, « Et si je ne peux pas faire ça? Et si je ne suis pas assez forte? Et s'il me trouve? » Et puis elle a pensé à la voix de Dante ce matin-là. Ça n'avait pas de l'importance. Elle a pensé à 11 mois de sommeil seul. Elle a pensé à la lettre de son père. Elle a pensé à sa mère qui lui avait dit un jour qu'elle deviendrait quelqu'un dont le monde se souviendrait. Elle a franchi la porte. Le taxi était exactement là où Maria l'avait dit. Le chauffeur n'a rien dit quand elle est montée. Il l'a juste regardé dans le rétroviseur, a hoché la tête une fois et a quitté le trottoir. Elena a regardé le domaine Salvatore rétrécir derrière elle par la vitre arrière. Les hautes grilles en fer, les cyprès, la longue allée blanche où, il y a 11 mois, elle avait marché en robe de mariée, une étrangère au bras de son père. 23 ans, terrifiée et pleine d'espoir. La grille s'est refermée. Elle ne le savait pas encore. Le taxi tournait encore au coin de la rue. Le chauffeur était toujours silencieux. Ses mains serraient encore la croix d'argent dans sa poche. Mais elle ne reverrait plus jamais ses grilles. Pas de l'intérieur. Et quelque part dans un restaurant en ville, Dante Salvatore s'asseyait dans une banquette d'angle en face d'un homme qu'il devait impressionner. Il jetait un coup d'œil à sa montre, s'attendant à ce que sa femme soit à la maison. Il n'avait aucune idée qu'elle était déjà partie. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle transportait. Il n'avait aucune idée que la dernière chose qu'il lui avait dite ce matin-là, « Essaie de te reposer aujourd'hui, tu as l'air fatigué », était la dernière chose qu'il lui dirait en tant que mari. Le taxi a tourné sur la route principale et Elena Bellini, pour la première fois en 11 mois, pour la première fois depuis la mort de son père, peut-être pour la première fois de toute sa vie, a inspiré jusqu'au fond de ses poumons. Puis elle a fermé les yeux et l'enveloppe sur ses genoux, lourde des secrets de son père, lui a semblé être la seule chose réelle qu'elle possédait au monde. Le chauffeur de taxi a finalement parlé après 15 minutes de silence. « Signora, où vous emmène-je » Elena a ouvert les yeux. Elle n'avait pas réfléchi aussi loin. Elle avait pensé à partir. Elle n'avait pas pensé à l'arrivée. « Conduisez, a-t-elle dit, vers le nord, loin du centre-ville. Signora, j'ai besoin d'une adresse. Le répartiteur, je vous paierai en espèces, le triple du compteur. S'il vous plaît, continuez simplement à conduire. » Le chauffeur l'a regardé dans le miroir. Il était plus âgé, peut-être 60 ans, avec des yeux fatigués et une alliance au doigt. Il l'a vu. Il a tout vu d'elle. Le beau manteau qui n'était pas le sien, l'écharpe trop serrée, les mains tremblantes qui serraient un sac en cuir sur ses genoux. Il avait conduit beaucoup de femmes dans sa vie et il savait à quoi ressemblait une femme en fuite. « D'accord, signora, » a-t-il dit doucement. « Nord, » a expiré Elena. Elle a sorti son téléphone de sa poche. Ses doigts ont survolé l'écran. Maria lui avait dit de ne pas l'utiliser. Dante lui avait acheté ce téléphone. Dante payait l'abonnement de ce téléphone. Dante avait des gens qui pouvaient trouver un téléphone en moins de 30 secondes après qu'il soit allumé. Elle a baissé la vitre et l'a laissé tomber dans la rue. Il a rebondi 2 fois sur l'asphalte derrière eux et a disparu. « Signora, » a dit le chauffeur en haussant les sourcils dans le miroir, « je ne veux pas être retrouvé. » « La personne que vous fuyez, signora, est-elle dangereuse? » Elena a presque ri. « Oui. À quel point dangereuse? Vous ne voulez pas savoir. » Le chauffeur est resté silencieux un moment. Puis il a cherché sous son siège et a sorti un deuxième téléphone. Un téléphone à clapet avec un écran rayé. Il le lui a tendu sans la regarder. « Prépayé, a-t-il dit. « Sans nom, je le garde pour les urgences. Prenez-le. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? » « Signora, il y a 30 ans, ma sœur a épousé un homme qui lui a dit qu'elle avait de la chance qu'il veuille le bien d'elle. Une nuit, elle s'est enfuie. Personne ne l'a aidée. Ils l'ont trouvée dans un fossé près de Bergame. 3 jours plus tard, il a croisé son regard dans le miroir. Alors aujourd'hui, je vous aide, voilà pourquoi. La gorge d'Elena s'est nouée. « Merci, a-t-elle murmuré. Ne me remerciez pas encore. Dites-moi où je vous emmène et voyons si nous pouvons vous y amener vivante. De l'autre côté de la ville,
Dante Salvatore riait. C'était un son rare. Ces hommes à table l'ont remarqué. La façon dont ses épaules se sont détendues, la façon dont la peau autour de ses yeux s'est plissée. Alejandro Russo venait de raconter une histoire sur son petit-fils de 3 ans qui avait essayé de payer une glace avec une alliance qu'il avait volée sur la commode de sa grand-mère. Dante riait parce que c'était une bonne histoire. Il riait parce que la réunion se passait bien. Il riait parce que Rousseau venait d'accepter en principe une trêve que Dante préparait depuis 2 ans. Il riait parce que pendant exactement 43 minutes, il avait oublié la conversation du petit déjeuner. Puis son téléphone a vibré sur la table. Dante a baissé les yeux. C'était Maria. Le rire est mort sur son visage. Maria ne l'appelait pas. Maria ne l'avait jamais appelé. En 11 mois de mariage, la gouvernante n'avait jamais décroché un téléphone pour parler directement à Dante Salvatore. Elle communiquait par l'intermédiaire du majordome, par des notes laissées sur son bureau, par de petits hochements de tête quand il la croisait dans le couloir. Si Maria l'appelait, quelque chose n'allait pas. « Excusez-moi » a-t-il dit à la table. Il s'est levé et s'est dirigé vers le coin du restaurant. « Maria, qu'y a-t-il ?»« Signor » sa voix tremblait. « Je suis désolé de vous déranger. Je suis allé apporter son déjeuner à la signora et elle n'est pas dans sa chambre. Elle n'est pas dans la maison. » Dante est devenu très immobile. « Que veux-tu dire par « elle n'est pas dans la maison »?» J'ai cherché partout. Signor, le jardin, la bibliothèque, le bureau de son père. Le bureau de son père. Maria a marqué une pause d'1 seconde de trop. Oui, signor, elle n'était pas là non plus. Maria. Sa voix a baissé d'1 octave. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Ce matin, signor, après le petit déjeuner. Elle est montée dans sa chambre. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Que portait-elle? Une robe crème, celle que vous lui avez achetée à Milan. A-t-elle pris un sac? Signor, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié son placard. Vérifie maintenant. Il y a eu un silence au bout du fil, des bruits de pas, une porte qui s'ouvre, le son de cintre qui glisse, et puis la voix de Maria, petite et prudente. La voix d'une femme qui avait répété ce moment précis. Son sac de voyage a disparu. Signor et son passeport. Dante a fermé les yeux. Signor, appelle la grille. Demande-leur qui a quitté la maison aujourd'hui. Déjà fait. Signor, ils disent que personne n'est sorti par la porte principale, la porte est. Elle n'est pas surveillée pendant le changement de service. Signor, je sais quand elle n'est pas surveillée, Maria. Sa voix était maintenant si basse. C'était presque doux, ce qui était le son le plus dangereux que Dante Salvatore ait jamais produit. C'est la question. C'est pourquoi j'ai demandé. Oui, signor. Je suis désolé, signor. Maria, oui. Ma femme t'a-t-elle dit quelque chose ce matin? Une autre pause, un emoji fumail. Non, signor. Elle était silencieuse. Silencieuse? Oui, signor. Dante a ouvert les yeux. Il a regardé Alessandro Russo de l'autre côté du restaurant, qui attendait qu'il revienne à la table. Il a levé un doigt, 1 minute, et Russo a hoché la tête, compréhensif. Maria, écoute-moi très attentivement. Tu vas rester dans la maison. Tu n'appelleras personne d'autre. Tu ne diras à personne ce que tu m'as dit. Si ma femme revient, tu lui dis que je l'aime et que je suis en route pour la maison. Tu comprends? Oui, signor. Bien. Il a raccroché. Il est resté là pendant 10 secondes, la main à plat contre le mur. Et il a inspiré par le nez, expiré par la bouche. La façon dont son père lui avait appris à respirer quand il avait 12 ans et qu'il s'apprêtait à tuer son premier homme. Puis, il est retourné à la table. « Messieurs, a-t-il dit, je m'excuse. Une affaire de famille, je dois y aller. » Elena était dans une chambre de motel dans une ville dont elle n'avait pas pris la peine de mémoriser le nom. Le chauffeur l'avait déposée à un relais routier à 65 km au nord de la ville. Elle l'avait payé en espèces, 1 000 €, soit 3 fois ce qu'ils avaient convenu. Et elle avait traversé le parking jusqu'à un petit motel miteux, tenu par une vieille femme qui n'a pas posé de questions, quand Elena lui a tendu 300 € de plus et a dit qu'elle voulait une chambre pour 1 semaine. Un nom pour le registre? Anna, a dit Elena. C'était le nom de sa mère. Anna. La vieille femme l'a écrit sans lever les yeux. Chambre 14. Par l'arrière, la machine à glace est en panne. Ne jetez pas de produits en papier dans les toilettes. Elena a verrouillé la porte derrière elle.
Elle a mis la chaîne. Elle a poussé la commode devant la porte parce qu'elle avait vu quelqu'un faire ça dans un film une fois et elle ne savait pas quoi faire d'autre. Puis elle s'est assise au bord du lit et pendant longtemps, elle n'a pas bougé. L'enveloppe de son père était sur la table de chevet. Elle ne l'a pas ouverte tout de suite. Elle en avait peur maintenant. Elle avait lu un nom dans ce carnet, Salvatore Marco, et cela avait changé tout ce qu'elle pensait savoir sur son père. Qui avait-il d'autre dedans? Qu'avait-il caché d'autre? Combien d'autres noms? Combien d'autres fantômes? Son estomac a gargouillé. Elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, et elle avait à peine mangé au petit déjeuner. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé un vrai repas. Probablement hier. Probablement avant que Dante ne rentre de cette humeur terrible et ne s'enferme dans son bureau pour ne pas en sortir avant le matin. Elle est allée à la fenêtre. Elle a tiré le rideau de 5 centimètres. Le parking était vide, à l'exception du taxi de son chauffeur, qui était parti depuis longtemps, et d'un seul camion qui tournait au ralenti au bord du parking. Le chauffeur du camion fumait. Il n'a pas regardé sa fenêtre. Il ne regardait rien en particulier. Mais Elena l'a observé pendant 1 minute entière de toute façon, parce qu'elle apprenait déjà que chaque étranger était maintenant une possibilité. Le téléphone à clapet que le chauffeur lui avait donné a vibré. Elena a sursauté. Elle a fixé le téléphone. Il a vibré à nouveau. Personne n'avait ce numéro. Personne ne devrait avoir ce numéro. C'était censé être une urgence. Un téléphone, un prépayé, une ligne propre. Elle l'a décroché. « Allô? Signora, c'était le chauffeur. Je voulais juste m'assurer que vous étiez bien rentré. » Elle s'est affaissée contre le mur. « Oui, je suis à l'intérieur. Bien. » Une pause. « Signora, encore une chose. Quand je vous ai déposé, j'ai vu une Mercedes noire passer devant le motel, lentement, comme si elle regardait les plaques d'immatriculation. Le sang d'Elena s'est glacé. Il y a combien de temps? 5 minutes. Je suis retourné vérifier. Elle est partie maintenant. Mais Signora, je pense que vous devriez partir ce soir. Pas demain. Ce soir. La personne que vous fuyez, elle est plus rapide que vous ne le pensiez. Où suis-je censé aller? J'ai un cousin qui dirige une petite ferme en Ombrie. Il ne pose pas de questions. Je l'ai déjà appelé. Il peut vous garder quelques jours. Je peux venir vous chercher à minuit si vous voulez. Elena a fermé les yeux. Elle ne connaissait pas cet homme. Cet homme pouvait être n'importe qui. Cet homme pouvait déjà être à la solde de Dawn. Pour autant qu'elle sache, tout ça, le téléphone, le cousin, l'histoire de sa sœur, pouvait être un piège. Dante avait la moitié des chauffeurs de la ville à sa solde. Pourquoi n'aurait-il pas celui-ci aussi? Et pourtant, l'homme lui avait donné un téléphone, et pourtant l'homme avait versé de vraies larmes dans le miroir en lui parlant de sa sœur. Et pourtant, Elena la prenait à la dure. Et vite. À un moment donné, il fallait décider si on allait mourir seul dans une chambre de motel en étant prudente, ou si on allait faire confiance à un étranger et au moins essayer de vivre. Minuit, a-t-elle dit. Chambre 14. Passez par l'arrière. Faites clignoter vos phares 2 fois. Oui, signora. Et quel est votre nom? Je ne connais même pas votre nom. Paolo, a-t-il dit. Paolo Duca. Paolo. Elle a dégluti. Merci. Minuit, signora. Soyez prête. Dante se tenait dans la chambre de sa femme et il savait. Il n'avait pas encore besoin de voir le mot. Il n'avait pas besoin de voir la bague sur la table de chevet. Il a su au moment où il est entré, comme un chien sait qu'une maison est vide. L'air était différent. L'odeur était différente. Le parfum d'Elena, ce doux parfum de jasmine qu'elle portait, avait déjà commencé à s'estomper, ce qui était impossible, ce qui était un tour que son esprit lui jouait. Mais il savait. Puis il a vu la bague. 4 carats de diamants parfaits posés sur le papier de couleur crème avec son nom en haut. Tu avais raison. 3 mots. Il l'a lu 3 fois. Et la 3e fois, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis le jour de la mort de son père. Il a eu peur, pas de la perdre. Dante Salvatore ne perdait pas les choses et il ne craignait certainement pas de perdre une femme à qui il venait de dire 12 heures plus tôt qu'il ne l'aimait pas. Non, il avait peur de quelque chose de beaucoup plus spécifique et de beaucoup plus terrible. Il avait peur parce qu'il avait épousé Elena Bellini pour une raison. Il l'avait épousée parce que son père, Giovanni Bellini, le vieux lion du Nord,
avec quelque chose dans un coffre-fort quelque part, quelque chose que personne n'avait pu trouver après la mort de Giovanni. Peu importe le nombre de pièces qu'ils avaient saccagées, peu importe le nombre de lattes de plancher qu'ils avaient arrachées. Dante était marié à Elena depuis 11 mois. Pendant l'un de ces mois, il avait passé son temps à fouiller méticuleusement le bureau de son père pendant qu'elle était sortie. Il ne l'avait jamais trouvée. Et si Elena l'avait fait, si Elena l'avait trouvée et l'avait emportée avec elle? Matteo, a-t-il crié. Son second est apparu sur le seuil en moins de 3 secondes. Oui, patron. Le bureau de son père. Vérifie le coffre. Quel coffre? Derrière. Matteo a couru. Dante se tenait dans la chambre de sa femme et il a regardé la bague sur le papier et il a réalisé autre chose. Quelque chose de pire. Quelque chose qui a fait que la peur dans sa poitrine s'est transformée en quelque chose de plus froid. Et Elena avait laissé la bague. Et Elena n'avait jamais enlevé la bague. Pas une seule fois en 11 mois. Pas sous la douche. Pas quand elle était malade. Pas quand il avait été froid avec elle lors d'un dîner et qu'elle avait pleuré dans la salle de bain pendant 40 minutes. La bague était restée. C'était la dernière chose à laquelle elle se raccrochait et elle l'avait laissée. Ce qui signifiait qu'elle ne reviendrait pas. Ce qui signifiait qu'elle avait décidé. Ce qui signifiait « patron ». Matteo était de retour sur le seuil. Le coffre est ouvert. Il est vide. Dante a fermé les yeux. Vide comment? Complètement, patron. Tout ce qu'il y avait dedans a disparu. Il y avait un carnet dans ce coffre. Matteo, un petit en cuir, celui de son père. Patron, elle l'a. Matteo a hésité. Que voulez-vous que nous fassions? Dante a ouvert les yeux et pour la première fois depuis le petit déjeuner, depuis qu'il s'était assis en face de sa femme et lui avait dit qu'elle n'avait jamais compté, Dante Salvatore a senti quelque chose changer en lui. Pas de l'amour. Il n'était pas encore prêt à l'admettre. Quelque chose de plus froid, de plus aiguisé et de plus dangereux que l'amour. Le désespoir. Trouvez-la, a-t-il dit. Chaque route hors de la ville, chaque gare, chaque aéroport, chaque chauffeur à notre sol. Je veux savoir où elle est dans les 6 prochaines heures. Matteo, tu me comprends? 6 heures où nous sommes tous morts. Mort, patron. Elle a le registre. Matteo, celui que Giovanni tenait, celui avec tous les noms, celui qui peut envoyer chaque homme de cette maison en prison pour le reste de sa vie. Si elle le donne à la mauvaise personne, nous sommes finis. Matteo est devenu pâle. Et Matteo, oui, patron, ne la blessez pas. Si l'un de vous touche à un cheveu de sa tête, je vous écorcherai vif. Vous me comprenez? Ramenez-la vivante, indemne. Peu importe ce que ça coûte. Oui, patron. Vas-y. Matteo est parti. Dante est resté seul dans la chambre de sa femme. Il a ramassé la bague sur la table de chevet. Il l'a tenue dans sa paume. Elle était froide. Elle était froide depuis des heures. Elena l'avait enlevée il y a longtemps et il ne l'avait pas remarqué et il avait continué à boire son expresso et à lire son journal. Et elle était sortie de sa maison avec le registre de son père à la main pendant qu'il riait avec Alejandro Russo d'une histoire de stand de glace. Il a refermé sa main sur la bague. « Elena », a-t-il dit à la pièce vide. « Elena, qu'as-tu tu fais? » Mais il savait déjà ce qu'elle avait fait. Elle avait fait exactement ce qu'il lui avait appris à faire chaque matin pendant 11 mois, par chaque mot froid, chaque porte claquée et chaque silence au petit déjeuner. Elle avait cessé de l'aimer. Et maintenant, elle allait lui survivre. À 23h53, Elena a entendu le clignotement des phares à travers le rideau de son motel 2 fois. Elle a attrapé le sac. Elle a attrapé l'enveloppe. Elle a attrapé la croix d'argent de sa mère et l'a pressée contre ses lèvres une fois, rapidement, comme elle avait vu sa mère le faire avant chaque chose difficile qu'elle avait jamais faite. Elle a ouvert la porte. Paolo était au volant. Il ne souriait pas. Il regardait dans son rétroviseur et ses mains étaient crispées sur le volant. « Montez, signora, vite! Qu'est-ce qui ne va pas? La Mercedes est de retour. Elle est garée sur la route principale. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Montez. » Elena s'est montée. Paolo a quitté le parking sans allumer ses phares. Il a pris une route secondaire qu'Elena ne connaissait pas, un chemin de terre étroit derrière le motel qui traversait un vignoble et débouchait sur une route de campagne à 3 kilomètres de là. Ses mains tremblaient sur le volant. Les siennes aussi. Paolo. « Paolo, regarde-moi, qui sont-ils? » « Je ne sais pas, signora.
Je ne veux pas y savoir. T'ont-ils vu? Je ne pense pas. Nous suivent-ils? Paulo a vérifié le miroir. L'a vérifié à nouveau. Non, pas encore. Pas encore. Signora, s'il vous plaît, laissez-moi conduire. Laissez-moi juste conduire. Elena a baissé les yeux sur l'enveloppe sur ses genoux. Le registre de son père, les itinéraires de son père, les noms de son père. Le seul nom qu'elle avait vu, Salvatore Marco, payé 3,2 millions, et les dizaines, peut-être des centaines de noms qu'elle n'avait pas encore vus. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle transportait. Elle n'avait aucune idée du nombre d'hommes dans combien de pays qui la tueraient pour ça. Et quelque part derrière elle, dans une maison qu'elle ne reverrait plus jamais, son mari, l'homme qui lui avait dit qu'il ne l'avait jamais aimée, l'homme qui l'avait brisé en deux au petit déjeuner, était assis dans sa chambre, tenant son alliance. Et il apprenait pour la première fois de sa vie ce que c'était que de perdre quelque chose qu'il ne savait pas posséder. Elena ne savait rien de tout cela. Tout ce qu'elle savait, alors que le vieux taxi de Paolo cahotait sur le chemin de terre dans le noir, c'est qu'elle était toujours en vie, et que pour ce soir au moins, cela devrait suffire. Assez pour passer la nuit. C'était tout ce qu'Elena pouvait demander maintenant. Paulo a conduit sans parler pendant près d'une heure. Elena ne l'a pas pressé. Elle pouvait voir ses mains sur le volant, les jointures blanches, l'alliance qui captait la lumière du tableau de bord à chaque virage. Et elle a compris qu'il faisait le calcul dans sa tête. Quelle distance, quelle vitesse, quelle route avaient des caméras, lesquelles n'en avaient pas. Ce qu'il dirait à sa femme en rentrant à 3 heures du matin, sentant le diesel et la peur. Paolo. Oui, signora. Votre femme. Sait-elle ce que vous faites en ce moment? Il a presque ri. Ma femme sait que je conduis un taxi. Ma femme dort. Ma femme va me tuer quand elle le découvrira. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé, signora. Ma femme me tuerait encore plus si je ne faisais rien. Et Elena est regardée par la fenêtre. La campagne était noire comme de l'encre. Pas de lampadaire. Toutes les quelques minutes, il passait devant une ferme avec une seule lumière jaune sur le porche, et elle pensait, quelqu'un vit là. Quelqu'un dort là-dedans. Quelqu'un a une vie où personne ne le chasse ce soir. Encore combien de temps? 40 minutes. Mon cousin Bruno, il a une vieille ferme à moitié en ruine. Il élève des cochons. Il n'a pas parlé à un autre être humain qui n'était pas son cochon depuis environ 12 ans. Vous serez en sécurité. Paolo a hésité. Que lui as-tu dit sur moi? Je lui ai dit que vous étiez une amie. Je lui ai dit que vous aviez des ennuis. Je lui ai dit que s'il ouvrait la bouche à qui que ce soit, je parlerai à sa mère de la foi à Gênes, où il a payé avec l'argent de son chapelet en 1987. Malgré tout, Elena a ri. Un petit rire à queue, mais un vrai. Elle n'avait pas ri depuis avant le petit déjeuner. Cela l'a surprise de savoir encore comment faire. Merci, a-t-elle dit. Pour ça, pour tout ça, ne me remerciez pas. Remerciez-moi quand nous serons arrivés. En ville, Dante Salvatore n'avait pas dormi. Il était assis à la longue table de la salle à manger où, 16 heures plus tôt, il avait dit à sa femme qu'il ne l'avait jamais aimée. Les lumières étaient éteintes. La tasse de café qu'elle avait cassée. Maria avait balayé les gros morceaux, mais certains éclats brillaient encore sous le buffet, gâchant sa vue chaque fois qu'il baissait les yeux. Il avait un verre de whisky à la main qu'il n'avait pas touché depuis 40 minutes. Matteo est entré et n'a pas allumé les lumières. Patron, dis-moi quelque chose de bien. Matteo, je ne peux pas. Dante a posé le whisky très soigneusement. Essaie. Nous l'avons sur la caméra de la porte Est à 11h58 ce matin. Écharpe, manteau sombre, sac sur l'épaule. Elle laisse monter dans un taxi sur la Via Vicenza. Non marqué, pas un des nôtres. Plaque d'immatriculation, nous l'avons. Nous l'avons vérifiée. Elle appartient à un chauffeur nommé Paolo Duca, 62 ans. Vite à Trastevere avec sa femme. Aucune connexion avec nous. Aucune connexion avec les Russo. Aucune connexion avec personne. C'est juste un chauffeur de taxi, patron. Non, Matteo, ce n'est pas juste un chauffeur de taxi. Les chauffeurs de taxi ne prennent pas ma femme à la porte des domestiques le jour où elle décide de s'enfuir. Quelqu'un l'a payé. Quelqu'un l'a arrangé. Trouve qui? Oui, patron. Quoi d'autre? Nous avons localisé son téléphone. Il s'est éteint à 12h04. Elle l'a jeté quelque part sur l'autoroute A1. Nous avons des hommes qui ratissent sur l'autoroute, mais
Mais elle est intelligente. Oui, patron, elle est plus intelligente que je ne le pensais. Oui, patron, Dante a pris le whisky. Il ne l'a toujours pas bu. Il a juste regardé le liquide ambré s'incliner contre le verre. Matteo, depuis combien de temps travailles-tu pour moi? 9 ans, patron. Le savais-tu? Savais-je quoi, patron? Que ma femme était intelligente. Le savais-tu? Matteo est resté silencieux un long moment. Patron, a-t-il finalement dit, nous le savions tous. Tout le monde dans cette maison le savait. La seule personne qui ne le savait pas, c'était vous. Dante a ri une fois, un son court et amer. Sors, Matteo. Patron, sors. Trouve ma femme, ramène-la. Et Matteo, si j'entends une autre vérité sortir de ta bouche ce soir, je vais faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. Matteo est sorti. Dante est resté seul dans la salle à manger sombre avec le whisky qu'il ne buvait pas, la bague dans sa poche et les éclats de la tasse de café qui brillait sous le buffet. Et pour la première fois de toute sa vie d'adulte, Dante Salvatore s'est demandé ce qu'il avait bien pu faire. La maison du cousin de Paolo, Bruno, semblait avoir renoncé à elle-même pendant la dernière guerre. Le toit s'affaissait, les volets pendaient de travers. Il y avait une seule ampoule nue qui brûlait au-dessus de la porte d'entrée, et sous cette ampoule se tenait un homme qui était l'être humain le plus laid qu'Elena ait jamais vu. Petit, chauve, bâti comme un tonneau, avec une barbe qui semblait pousser dans 3 directions différentes et les yeux les plus gentils. « Cousin », a dit Paolo en sortant du taxi. « Cousin », a répondu Bruno. Les 2 hommes se sont étreints. Ils se sont tapés dans le dos de la manière dure et sans mots des hommes qui s'aiment et préféreraient mourir plutôt que de le dire à voix haute. Puis Bruno s'est tourné vers Elena. Il l'a regardée pendant longtemps, pas méchamment, juste avec prudence. « Signora Anna », a-t-il dit, car c'était le nom que Paolo lui avait donné. « Vous êtes la bienvenue dans ma maison. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » J'ai une règle, oui. Ne me dites pas votre vrai nom. Ne me dites pas qui vous cherche. Ne me dites pas ce que vous avez fait. Si les hommes viennent, je veux pouvoir les regarder dans les yeux et dire « Je ne sais pas. » Vous comprenez, signora? Je comprends. Bien. Il a pris son sac. Entrez. J'ai du pain et du fromage. J'ai aussi du vin. Le vin n'est pas bon. Je vous préviens. Elena a ri pour la 2e fois de la journée. Merci, Bruno. Paolo lui a attrapé le bras avant qu'elle n'entre. Signora, je dois y aller maintenant. Ma femme, je sais. Vous avez le téléphone. Oui, si vous avez besoin de moi, appelez. Mais n'appelez que si vous avez besoin de moi. Ceux qui vous cherchent, ils me cherchent aussi maintenant. Vous comprenez? Je comprends. Signora, il a hésité, puis maladroitement, comme un homme qui n'a pas touché un autre être humain depuis longtemps, il a posé sa main sur son épaule. Ma sœur, celle dont je vous ai parlé, elle s'appelait Francesca. Elle avait 26 ans. C'est pour elle que je vous aide. Ne mourrez pas, signora. S'il vous plaît, ne me faites pas regretter ça. Les yeux d'Elena se sont remplis de larmes. Je ne le ferai pas, Paolo. Bien, il est monté dans son taxi. Il est parti. Elena se tenait sur le seuil de la ferme en ruine de Bruno, le sac d'une étrangère sur l'épaule, l'enveloppe d'un mort à la main, et l'odeur de porc et de vieilles pierres autour d'elle. Et elle a pensé, « Mon mari détesterait cet endroit. Mon mari vomirait rien qu'en se tenant ici. » C'était la première pensée libre qu'elle avait eue en 11 mois. Elle est entrée. Bruno a tenu parole. Il lui a donné du pain, du fromage et du mauvais vin. Il ne lui a pas posé une seule question. Il lui a parlé de ses cochons. Chacun avait un nom. Chacun était une déception d'une manière différente. Et après 1 heure, il s'est levé, s'est étiré et a montré un escalier étroit. Chambre en haut. Le lit est propre. La serrure est bonne et froide. Mais elle fonctionne. Je vais me coucher maintenant. Je me réveille à 4 heures. Si vous entendez quelqu'un dans la cuisine à 4 heures, c'est moi, pas les hommes qui vous cherchent. Si ce sont les hommes, je leur tirerai dessus. J'ai un pistolet. Ce n'est pas un bon pistolet, mais il tire. Bruno. Dormez, signora. Demain, vous déciderez de la suite. Ce soir, vous dormez. Il est allé se coucher. Elena a monté les escaliers. La chambre était minuscule. Un lit, une chaise, un crucifix en bois sur le mur et une fenêtre qui ne donnait que sur l'obscurité. Elle s'est assise sur le lit. Elle a posé l'enveloppe sur ses genoux et enfin, elle l'a ouverte complètement.
Elle a lu pendant 3 heures. Elle a d'abord lu le registre, chaque page, chaque nom. Au moment où elle est arrivée au milieu, elle ne pleurait plus. Elle avait dépassé le stade des larmes. Elle était passée à un endroit au-delà des larmes, un endroit froid, clair, où son père était un étranger, sa mère une étrangère et sa propre vie une étrangère. Et tout ce qu'elle avait, c'était un carnet en cuir entre les mains. Son père avait été pire qu'elle ne le pensait. Pas un soldat, pas un protecteur, pas le vieux lion du Nord qui avait gardé sa famille propre pendant que des hommes sales tournaient autour. Non, son père avait été l'architecte, l'homme qui dessinait les cartes, l'homme qui disait aux hommes seuls où aller et quoi faire une fois arrivé. Et vers la page 40, elle a vu un nom qui lui a coupé le souffle. Bellini Sofia, paiement arrangé, 1,8 million. Palerme, juillet 2003. Sofia, sa mère, la mère d'Elena, était morte d'un cancer. C'était l'histoire. Ça avait toujours été l'histoire. Elena avait 11 ans et sa mère était morte d'un cancer dans un hôpital de Rome. Et son père s'était assis au bord du lit d'Elena, lui avait tenu la main et avait versé de vraies larmes. Et il avait dit « Je n'avais pas pu la sauver, Piccolola. J'ai essayé. » Paiement arrangé, 1,8 million. Palerme, juillet 2003. Sa mère était morte en août 2003, un mois plus tard. Elena a fermé le registre. Elle s'est assise au bord du lit dans la ferme d'un étranger, dans une chambre qui sentait la poussière et le vieux bois, et elle a ressenti quelque chose en elle qu'elle n'avait jamais ressenti de toute sa vie. Ce n'était pas du chagrin. Elle était déjà vide de chagrin. C'était quelque chose de plus ancien, de plus silencieux et de plus dangereux. C'était de la rage. Son père n'avait pas été son protecteur. Son père avait tué sa mère. Son père avait ensuite passé les 13 années suivantes de sa vie à jouer le rôle de veuf éploré, lui lisant des histoires pour s'endormir, lui apprenant à faire du vélo, pleurant à l'anniversaire de sa mère chaque année. Et quand son père lui-même est mort, il l'avait refilé à Dante Salvatore de la même manière qu'il avait refilé sa mère à quiconque se tenait dans ce couloir à Palerme en juillet 2003. Toute sa vie avait été une transaction. Chaque instant de toute sa vie. Elena s'est levée et elle s'est dirigée vers la petite fenêtre. Elle a regardé son propre reflet dans la vitre sombre. Une femme qu'elle reconnaissait à peine. Une femme aux cheveux emmêlés, avec un manteau emprunté et des yeux qui avaient vu quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier. « D'accord », a-t-elle dit à la femme dans la fenêtre. « D'accord ». Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire ensuite, mais elle savait pour la première fois de sa vie qu'elle allait cesser d'être quelqu'un à qui les autres faisaient des choses. Elle allait commencer à être quelqu'un qui ripostait. À 3 heures du matin, Dante a finalement bu le whisky. Il l'a bu d'une longue gorgée, a posé le verre sur la table de la salle à manger et a sorti son téléphone. Il a fait défiler ses contacts. Il s'est arrêté sur un nom qu'il n'avait pas appelé depuis 4 ans. Le nom d'une femme, pas une amante, pire qu'une amante. Victoria, sa sœur. Il n'avait pas parlé à Victoria depuis les funérailles de leur père. Victoria était sortie de l'église au milieu de la cérémonie et elle avait dit à Dante sur les marches qu'elle espérait qu'il s'étoufferait avec l'empire de leur père de la même manière que leur père s'était étouffé avec. Et elle était montée dans un taxi et avait disparu. Elle vivait à Londres maintenant. Elle avait une vie. Elle avait un mari qui était médecin, pas un criminel. Elle avait 2 enfants dont Dante ne connaissait pas les noms. C'était la seule personne au monde qui avait connu Dante avant qu'il ne soit Dante Salvatore. Il l'a appelée. Elle a décroché à la 7e sonnerie. « Il est 3 heures du matin », a dit sa sœur. « Quelqu'un a intérêt à être mort. » Victoria. Silence. Dante. Ne raccroche pas. Donne-moi une raison. Ma femme est partie. Il y a eu une très longue pause au bout du fil. Dante, a dit sa sœur, et sa voix avait changé. Elle s'était adoucie, non pas de pitié, mais de quelque chose de plus difficile à nommer. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. J'attends ce que t'appelles depuis 11 mois. A-t-elle laissé un mot? 3 mots. Tu avais raison. Oh, Dante, sa sœur a vraiment ri. Un rire court et épuisé. Oh, espèce d'idiot, d'idiot. Qu'as-tu fait? Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Que je ne l'ai jamais aimé, le pensais-tu? Dante a ouvert la bouche et pour la première fois en 16 heures, pour la première fois depuis qu'il s'était assis en face d'Elena, avec son expresso et son journal plié, il a essayé de dire oui
et le mot n'est pas sorti de sa bouche. Victoria, le pensais-tu, Dante? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Victoria, je ne sais pas. Sa sœur est restée silencieuse pendant très longtemps. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus basse qu'il ne l'avait jamais entendue. Dante, écoute-moi. Quoi que tu aies fait à cette fille, quoi que tes hommes fassent en ce moment pour la trouver, arrête. Tu me comprends? Arrête. Annule tout. Laisse-la partir. Si tu l'as aimée ne serait-ce qu'un peu, même la plus petite parcelle, tu la laisseras partir. Je ne peux pas, Victoria. Pourquoi? Elle a quelque chose. Une autre longue pause. Oh mon Dieu, Dante. Elle a le registre. Comment sais-tu pour le registre? Parce que je ne suis pas une idiote, Dante. Parce que j'ai vécu dans cette maison aussi, avant toi. Parce que j'ai vu le visage de papa chaque fois que le nom de Giovanni Bellini était mentionné pendant 15 ans. Parce que tout le monde dans la famille savait que Giovanni avait quelque chose sur nous. Tout le monde sauf toi. Elle a ri à nouveau et ce n'était pas gentil. Tu as épousé cette fille pour le registre et tu ne savais même pas avec qui tu étais marié. Victoria, Dante, que dois-je faire? Sa sœur a pris une longue et lente inspiration à l'autre bout du fil. Dante, a-t-elle dit, pour la première fois de ta vie, tu vas devoir choisir. Tu peux avoir ton empire ou tu peux l'avoir elle. Tu ne peux pas avoir les deux. Et si tu essaies d'avoir les deux, tu vas perdre les deux. Tu me comprends? Dante n'a pas répondu. Dante, je comprends. Vraiment, vraiment. Oui, Victoria. Alors choisis. Je ne peux pas encore choisir. Je ne sais pas où elle est. Alors trouve-la. Pas avec tes hommes, pas avec tes armes. Trouve-la toi-même. Va la voir et dis-lui la vérité. La vraie vérité. Celle que tu te mens à toi-même depuis 11 mois. Et puis laisse-la décider. Et si elle s'en va, alors elle s'en va. Dante, alors tu la laisses partir. C'est ça, aimer quelqu'un. Et peut-être, juste peut-être, que ce sera la première chose vraiment aimante que tu auras jamais faite de toute ta vie pathétique. Elle a raccroché. Dante est resté assis dans la salle à manger sombre avec le téléphone toujours contre son oreille, écoutant le silence là où sa sœur avait été. Puis il s'est levé. Il est sorti de la salle à manger et descendu le couloir et a monté les escaliers jusqu'à la chambre de sa femme. Il s'est arrêté sur le seuil, il a regardé le lit défait, le papier de couleur crème sur la table de chevet, la porte du placard toujours ouverte là où Maria avait vérifié le sac de voyage. Il s'est dirigé vers le placard. Il a passé sa main sur les cintres, ses robes, ses manteaux, les vêtements qu'il lui avait achetés, les vêtements qu'elle avait choisis elle-même, les vêtements qu'elle avait portés les mauvais jours, les bons jours et les jours vides entre les deux. Tout au fond, il a trouvé quelque chose qui l'a glacé. Une petite boîte en bois. Il l'a prise. Il l'a ouverte. C'était une pile de lettres. Pas des lettres d'amour, pas ses lettres à elle. Des lettres qu'Elena lui avait écrites de sa propre main pendant 11 mois et qu'elle ne lui avait jamais données. La première était datée de 2 semaines après le mariage. Dante, aujourd'hui tu n'es pas rentré. Je t'ai attendu pour le dîner. J'écris ceci pour qu'un jour, quand tu m'aimeras, je puisse te le donner et que nous puissions en rire. Il a lu la suivante, et la suivante, et la suivante. Elles sont devenues plus courtes. Elles sont devenues plus dures. Elles sont devenues plus honnêtes. La dernière était datée d'il y a 3 semaines. Dante, je ne pense pas que tu m'aimeras un jour. Je pense que je dois arrêter d'attendre. J'essaye de trouver comment. Dante s'est assis par terre dans le placard de sa femme. Il est resté là pendant très, très longtemps avec les lettres de sa femme sur ses genoux et l'alliance de sa femme dans sa poche, et il a pleuré pour la première fois depuis qu'il avait 12 ans. Pour la première fois depuis que son père lui avait dit que les hommes Salvatore ne pleuraient pas. Il a pleuré silencieusement. Et quelque part à 65 kilomètres de là, dans une petite ferme au milieu de nulle part, Elena Bellini était assise à une fenêtre étroite avec le registre de son père sur ses genoux, faisant une liste. Une liste de noms, une liste d'hommes qu'elle allait détruire. Et tout en haut de la liste, de sa propre écriture soignée, se trouvait le nom de Dante Salvatore. Elle ne savait pas encore qu'il était assis par terre dans son placard en train de pleurer. Elle ne savait pas encore qu'il avait lu ses lettres. Elle ne savait pas encore que quelque part au milieu de la nuit, quelque chose à l'intérieur de l'homme le plus froid qu'elle ait jamais rencontré s'était enfin fissuré. Tout ce qu'elle savait,
c'est qu'elle allait réduire son monde entier en cendres. Et elle allait le faire de ses propres mains. Elle allait le faire de ses propres mains et elle allait commencer avant le lever du soleil. Elena a travaillé à la petite table de la chambre d'amis de Bruno jusqu'à l'aube. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas mangé. Elle a fait 3 piles avec le contenu de l'enveloppe. Les noms qu'elle reconnaissait, les noms qu'elle ne reconnaissait pas, et les noms qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle lisait. Et elle a écrit un plan au dos d'une liste de courses qu'elle a trouvée dans le tiroir. Le plan comportait 4 étapes. Étape 1, sortir le registre d'Italie. Étape 2, se sortir elle-même d'Italie. Étape 3, trouver un journaliste qui n'était pas sur la liste. Étape 4, rester en vie assez longtemps pour mener à bien l'étape 3. Elle a regardé la liste pendant longtemps. Puis elle a barré l'étape 2 et a écrit « Faire en sorte que Dante sauve sa propre vie d'abord ». Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait écrit. Elle ne savait pas quand elle l'avait décidé. Quelque part entre la page 40 et la page 70 du registre, elle avait réalisé quelque chose qu'elle ne voulait pas réaliser, que le nom de Dante était aussi dans le livre, mais seulement 2 fois, et seulement comme quelqu'un à qui on avait menti. Dante n'avait pas tué sa mère. Dante n'avait pas payé pour la mort de son propre père. Dante était un monstre, mais il était un monstre différent de celui qu'avait été son père. Et quelque part dans la partie froide et silencieuse d'elle-même qui faisait des calculs cette nuit-là, Elena avait décidé qu'elle n'allait pas livrer la vie de son mari aux hommes qui voulaient sa peau. Pas par amour, elle avait dépassé l'amour, pour autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. À 6 heures du matin, Bruno a frappé à sa porte. « Signora, café !» Elle a ouvert la porte. Il lui a tendu une tasse ébréchée. « Vous n'avez pas dormi » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Non, Bien, le sommeil est pour les gens qui n'ont rien à faire. Vous avez quelque chose à faire. Buvez et descendez. Paolo a appelé. Il dit que quelqu'un est allé chez lui la nuit dernière. » La main d'Elena s'est refermée durement sur la tasse. « Est-il en vie? » Oui. Sa femme a ouvert la porte. Ils ont posé des questions sur une femme en manteau crème. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Ils sont partis. « Mais signora, Paolo dit que ce ne sont pas des policiers. Je sais ce qu'ils sont. Alors vous savez ce que nous faisons maintenant. Que faisons-nous? » Bruno l'a regardé pendant un long moment. « Nous vous déplaçons à nouveau. » Il a dit. « Aujourd'hui, avant midi, j'ai un ami qui conduit un camion de fromage en Suisse 2 fois par semaine. Il y va cet après-midi. Vous voyagerez avec le fromage. Vous n'aimerez pas ça. Vous sentirez le parmesan pendant 1 mois, mais vous serez dans un autre pays ce soir. » Elena l'a dévisagé. « Bruno, pourquoi m'aides-tu? » Il a haussé les épaules. Paolo a demandé. Paolo ne demande jamais. « Ce n'est pas assez, signora. » Il lui a souri pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. C'était un mauvais sourire. Il lui manquait 2 dents de devant. Mais c'était réel. J'élève des cochons toute la journée. Je regarde les choses être utilisées. Toute la journée, je regarde les choses être mangées. Parfois, un homme aime aider quelque chose à ne pas être mangé. Buvez votre café. Il est descendu. Elena a bu le café. Il était terrible. Elle l'a bu en entier. En ville, Dante n'avait pas dormi non plus. Il avait lu chacune des lettres de sa femme 3 fois. Il les avait remises dans la boîte en bois, soigneusement, dans l'ordre où il les avait trouvées. Il avait emporté la boîte avec lui en bas. Il l'avait posée sur la table de la salle à manger, à côté des éclats de la tasse de café. Puis, il avait appelé Matteo. « Patron, Matteo, je veux que tu annules la recherche. » Il y a eu un silence au bout du fil que Dante n'avait jamais entendu de la part de Matteo auparavant. « Patron, Patron, répétez ça. Annule tout. Tous. Dis-le aux chauffeurs. Dis-le aux gares. Dis-le aux aéroports. Fais-les tous se retirer. Je ne veux pas qu'on la trouve. Patron, le registre. Je sais pour le registre. Patron, si elle... Matteo, me fais-tu confiance? Oui, patron. Alors fais ce que je te dis de faire. Je m'occuperai moi-même du registre. Tu fais retirer les hommes. Tu les fais retirer dans l'heure qui vient. Tu me comprends? Oui, patron. Et Matteo? Oui. Après les avoir fait retirer, j'ai besoin d'une liste de toutes les planques que la famille possède dans un rayon de 300 km. Toutes. Peu importe si nous ne les avons pas utilisées depuis 10 ans. Je veux la liste sur mon bureau avant 9 heures. Oui, patron. Et ma voiture? Laquelle, patron?
La vieille, celle de mon père, celle que personne ne connaît. Oui, patron, Dante a raccroché. Il se tenait dans la salle à manger. Il a regardé la boîte en bois de sa femme. Il a posé sa main dessus comme un homme pose sa main sur un cercueil lors de funérailles. D'accord, Elena, a-t-il dit à la pièce vide. D'accord, j'arrive. Pas pour te ramener, juste pour dire ce que j'aurais dû dire. Il ne savait pas encore qu'elle était déjà à mi-chemin de la sortie du pays. Il ne savait pas encore qu'elle n'était pas la femme à qui il avait dit au revoir ce matin-là. Il ne savait pas encore que la femme qu'il s'apprêtait à poursuivre sur 300 kilomètres portait une liste de noms dans la poche de son manteau et que son nom y figurait toujours. À 18 heures du matin, Elena était montée à l'arrière d'un camion frigorifique de fromage. Le chauffeur était un homme nommé Stefano. Il ne l'a pas regardé. Il ne s'est pas présenté. Il a ouvert l'arrière du camion et montré un espace étroit derrière la dernière palette et a dit « 4 heures, ne faites pas de bruit. Ne soyez pas malade. Je m'arrête une fois pour la frontière. S'ils ouvrent le camion, vous faites semblant d'être un cochon mort. D'accord, un cochon mort ne bouge pas. Un cochon mort ne respire pas par le nez. Un cochon mort ne crie pas quand la porte s'ouvre. Vous serez un cochon mort pendant 30 secondes. C'est tout ce que je demande. D'accord, bien. » Il a fermé la porte. Il faisait noir comme dans un four. Il faisait froid. Ça sentait le lait caillé et le diesel. Elena s'est calée derrière la palette et a serré l'enveloppe contre sa poitrine comme un bébé. Et elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle avait 9 ans. Elle a prié. Pas les longues prières que sa mère lui avait apprises. Pas celles en latin que son père récitait chaque dimanche pendant que ses mains achetaient et vendaient la vie d'autres hommes. Juste un mot, encore et encore. Un mot que sa mère lui avait murmuré une fois pendant un orage quand elle était trop petite pour comprendre ce qu'était l'orage. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Le camion a démarré. Le camion est parti. Le camion a cahoté sur la route de la ferme, puis sur la route principale et sur l'autoroute. Et Elena s'est accrochée à l'enveloppe et s'est accrochée au mot. Et pendant 4 heures, elle a été une femme dans une boîte. Une femme que personne ne pouvait voir. Une femme que le monde avait temporairement perdue de vue. Pour la première fois en 11 mois, cela ressemblait à de la miséricorde. Dante était sur la route à 11 heures. La vieille voiture, la voiture que son père avait conduite pendant 30 ans. Une berline grise et laide que personne ne regarderait 2 fois. Il la conduisait lui-même. Pas de chauffeur, pas de garde. Il avait appelé Victoria une fois de plus avant de partir. « Je vais la trouver », avait-il dit. « Dante, pas avec des hommes, pas d'hommes, juste moi. Et quand tu la trouveras, que vas-tu dire ?» Il avait hésité. « Je ne sais pas encore, alors ne la trouve pas encore. Conduis, Dante. Conduis jusqu'à ce que tu saches, car si tu te présentes sans les bons mots, tu vas la perdre pour toujours. » Il avait raccroché au nez de sa sœur. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. Il détestait qu'elle ait toujours raison. Il a conduit vers le nord. Il ne savait pas pourquoi le nord. Quelque chose en lui, peut-être un dernier instinct de mari survivant, peut-être juste une supposition, lui disait qu'elle irait vers le nord. Le nord, c'était de la Suisse. Le nord, c'était une frontière. Le nord, c'était de la direction que prend une femme quand elle en a assez de tourner en rond. Il s'est arrêté à un relais routier à 2 heures de la ville pour faire le plein. Il est resté assis dans la voiture pendant 20 minutes, moteur éteint. Il a sorti son téléphone. Il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait en 11 mois. Il a fait défiler ses photos d'elle. Il en avait beaucoup, plus qu'il ne l'avait réalisé. Elle au mariage, essayant de ne pas pleurer. Elle aux funérailles de sa mère, lui tenant de la main même s'il ne le lui avait pas demandé. Elle dans un restaurant à Portofino, riant de quelque chose que le serveur avait dit, un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Elle endormie dans un avion, la tête contre la fenêtre, son alliance captant la lumière. Il s'est arrêté sur une photo qu'il ne se souvenait pas d'avoir prise. Elle était dans leur cuisine. Elle portait une de ses chemises. Il ne savait pas qu'elle portait ses chemises et elle faisait du café et elle ne savait pas qu'il était là. Elle souriait, un petit sourire privé, à rien, à la cafetière, au fait d'être en vie dans sa maison à 7 heures du matin. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air d'une femme qui essayait d'être heureuse. La date sur la photo était vieille de 4 mois. Il y a 4 mois, il était entré dans la cuisine, avait vu sa femme sourire pour elle-même dans sa chemise, avait pris une photo qu'il ne se souvenait pas d'avoir prise,
et était ressorti sans lui dire bonjour. Il a posé son téléphone. Il a posé son front sur le volant. « Elena, a-t-il dit à personne. « Et Elena, je suis tellement désolé. » Et il le pensait. Pour la première fois de sa vie d'adulte, l'homme le plus craint de 3 provinces a dit « Je suis désolé » et l'a pensé jusqu'au bout des ongles. Le camion de fromage s'est arrêté à la frontière à 2h30 de l'après-midi. Elena a entendu les voix avant d'entendre le coup. Stefano plaisantant avec le garde. Le garde plaisantant en retour. Quelque chose à propos d'un match de football. Quelque chose à propos d'une femme. La vie normale, des hommes normaux. Un après-midi normal, puis le coup. Ouvrez l'arrière. Stefano. Routine, routine. Depuis quand y a-t-il une routine? Depuis ce matin. Tout le monde ouvre aujourd'hui. Quelqu'un de riche a perdu quelqu'un. Ouvre, c'est tout. Elena a cessé de respirer. Elle s'est pressée contre la paroi arrière du camion. Elle a calé l'enveloppe sous son manteau. Elle a fermé les yeux. Cochon mort, cochon mort, cochon mort. La porte arrière s'est ouverte. Une lumière froide a inondé le camion. Fromage, a dit Stefano. Je vois ça. Beaucoup de fromage. Je vois ça aussi, Stefano. Déplace la palette. Laisse-moi regarder derrière. Elena a entendu la palette bouger. Elle l'a entendu racler le sol du camion. Elle a entendu les bottes du garde monter sur le rebord. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. La lampe de poche du garde est passée sur son visage. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas respiré, elle n'a pas ouvert les yeux. Il y a eu une longue, longue seconde où toute la vie d'Elena Bellini n'a tenu qu'à un fil. Et puis, Stefano, ton camion sent la mort. C'est du fromage, idiot. C'est comme ça que sent le fromage. Ça ne sent pas le fromage. Ça sent un animal mort. Il n'y a pas d'animal mort. Regarde, regarde. Une palette de parmesan, une palette de provolone, les restes de prosciutto de ma grand-mère pour mon cousin à Berne. Tu me fais perdre mon temps. Tu perds ton temps. Va trouver quelqu'un de vraiment suspect. Une pause. Et puis le garde a ri. Un rire court et fatigué. Va-t'en d'ici, Stefano, et dis à ta grand-mère que son prosciutto sent les pieds. La porte a claqué. Le camion s'est mis en mouvement. Elena Bellini, épouse de Dante Salvatore, fille de Giovanni Bellini, porteuse d'un registre qui pourrait brûler 3 pays, s'est mise à trembler si fort qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Pas de peur, de soulagement. Du fait qu'elle venait d'être à un souffle d'être ramenée dans son ancienne vie et que ce souffle avait tenu. Elle était en Suisse. Elle était libre. Pendant environ 45 minutes. Dante était à 2 heures derrière elle. Il ne le savait pas. Il ne savait rien. Il était un mari conduisant vers le nord sur une intuition, dans une voiture que son père lui avait laissée, avec l'alliance de sa femme dans sa poche et ses lettres sur le siège passager. Il s'arrêtait à chaque station-service. Il montrait la photo d'Elena à chaque caissier. Pas comme un flic, comme un mari. « L'avez-vous vue, s'il vous plaît? C'est ma femme, elle est partie la nuit dernière. Je ne veux pas la ramener. Je veux juste lui dire une chose. » La plupart d'entre eux secouaient la tête. Certains le regardaient comme s'il était fou. L'une d'entre elles, une vieille femme dans une station-service près de Combe, a regardé la photo pendant longtemps. « Qu'est-ce que vous lui avez fait? » a-t-elle demandé. Dante a failli mentir. Puis il ne l'a pas fait. « Je lui ai dit que je ne l'avais jamais aimé, a-t-il dit, devant notre petit déjeuner. Je l'ai regardé en face et je lui ai dit, et ce n'était même pas vrai. Et le temps que je réalise que ce n'était pas vrai, elle était déjà partie. La vieille femme l'a regardé pendant un long, long moment. « Vous êtes un homme très stupide, a-t-elle dit. « Oui. »« L'avez-vous frappé? »« Non, jamais. Je me couperai la main avant. »« Aimiez-vous quelqu'un d'autre? »« Non. »« Alors pourquoi l'avez-vous dit? » Dante a ouvert la bouche pour répondre. Et il a réalisé debout là dans une station-service, à un comptoir en verre sale, tenant une photo de sa femme et une carte de crédit pour 20 € d'essence, qu'il n'avait pas de bonne réponse. « Parce que j'avais peur, a-t-il finalement dit. Parce que je pensais que si je me laissais l'aimer, je la perdrais. Et je pensais que si je le disais en premier, ça ne ferait pas mal. » La vieille femme lui a pris la photo. Elle l'a regardée une dernière fois. Elle la lui a rendue. « Je ne l'ai pas vue, a-t-elle dit. Mais quand vous la trouverez, et vous la trouverez, parce que les hommes stupides trouvent toujours les femmes qu'ils ne méritent pas, quand vous la trouverez, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Oui, la chose que vous lui avez dite,
La chose que vous avez dite pour que ça ne fasse pas mal. Elle s'est penchée sur le comptoir. Ça fait mal, signor. Ça lui fait mal chaque seconde où elle est en vie, et ça va continuer à lui faire mal pour le reste de sa vie, même si elle vous pardonne. Vous comprenez? Oui? Alors, quand vous la trouverez, quand vous ouvrirez la bouche, soyez prudent, parce qu'elle est déjà blessée. Elle n'a pas besoin de plus de votre mal. Dante a payé son essence. Il est remonté dans la voiture. Il est resté assis là 1 minute. Puis il a de nouveau posé sa tête sur le volant et il a ri. Pas un rire joyeux. L'autre sorte. Le genre de rire que les hommes ont quand ils se voient enfin, enfin. Papa, a-t-il dit au tableau de bord de son père. Papa, je ne suis en rien comme tu le pensais. Je ne suis en rien comme tu m'as fait. Je suis un homme qui a dit la pire chose qu'il pouvait imaginer à la seule personne qui l'ait jamais aimé. Et maintenant, je conduis ta stupide voiture pour aller la trouver. Et je ne sais même pas si elle ouvrira la porte. La voiture n'a pas répondu. Les voitures ne répondent pas. Il est retourné sur l'autoroute. Elena a atteint Lugano à 6 heures du soir. Stefano l'a déposé à une gare et n'a pas dit au revoir. Il a juste hoché la tête une fois, comme Polo l'avait fait la veille, comme Bruno l'avait fait ce matin-là. Tout un relais de petits hochements de tête, toute une chaîne d'hommes qu'elle ne reverrait plus jamais, la passant comme si elle était quelque chose de précieux, de petit et de fragile. Elle est entrée dans la gare. Elle a acheté une tasse de café avec un franc suisse que Stefano lui avait donné. Elle s'est assise sur un banc et a fait 2 choses. Elle a ouvert le téléphone à clapet et a appelé un numéro qu'elle avait mémorisé il y a 13 ans et jamais utilisé. Il a sonné 4 fois. Pronto. Don Ricci, silence. Qui est-ce que? Don Ricci, c'est Elena, la fille de Giovanni Bellini. Un silence plus long. Elena, mon enfant, où es-tu? En Suisse, es-tu en sécurité pour ce soir? Elena, dis-moi ce que tu as. J'ai son carnet. Don Ricci, le vrai. Où elle l'a entendu inspirer. Elle l'a entendu expirer. Elle a entendu une chaise grincer à l'autre bout du fil. Don Ricci avait 78 ans. Il avait été le plus ancien rival de son père et le plus vieil ami de sa mère. Et le jour des funérailles de sa mère, il s'était agenouillé devant Elena, âgée de 11 ans, et il avait dit « Si jamais tu as besoin de moi, mon enfant, tu appelles. » Et il lui avait donné son numéro. Elle n'avait jamais appelé. Jusqu'à maintenant. Elena, a dit le vieil homme, où en Suisse? Lugano, la guerre. Ne bouge pas, ne va pas à l'hôtel, ne monte pas dans un train. Assieds-toi sur ce banc et bois ton café. J'envoie quelqu'un. 40 minutes. Voiture bleue. Le chauffeur dira le vrai nom de ta mère. Tu te souviens du vrai nom de ta mère? Oui. Bonne fille. 40 minutes. Don Ricci. Oui, mon enfant. Mon père a tué ma mère. Une pause. Oui, mon enfant, a dit doucement le vieil homme. Je sais. Tu savais. Je savais, Elena. Depuis 23 ans. Je savais. Et j'ai attendu 23 ans le moment où tu le découvrirais, parce que je ne pouvais pas être celui qui te le dirait. Ta mère m'a fait promettre. Elle m'a fait promettre le jour de sa mort. Elle a dit, laisse-la aimer son père aussi longtemps qu'elle le peut. La vérité la trouvera quand elle sera prête. Les yeux d'Elena se sont remplis de larmes. Don Ricci, oui, mon enfant, je suis prête. Je sais. Elena, je sais. Que dois-je faire maintenant? Le vieil homme est resté silencieux pendant longtemps. Maintenant, a-t-il dit, tu rentres à la maison, mon enfant. Passe dans sa maison, dans la mienne. Et nous déciderons ensemble quel genre de femme ta mère voudrait que tu sois. 40 minutes, voiture bleue, bois ton café. Il a raccroché. Elena est restée assise sur le banc avec le téléphone vide à la main. Elle a regardé par la fenêtre de la gare une ville qu'elle ne connaissait pas. Elle a pensé à sa mère. Elle a pensé à son père. Elle a pensé à Dante, quelque part derrière elle, peut-être déjà arrêtée, peut-être encore en route, et elle a pensé pour la première fois depuis qu'elle était sortie de cette porte est avec une écharpe sur la tête et le sac d'une étrangère à la main, qu'elle n'était plus seule. Elle était toujours traquée, elle était toujours blessée, elle était toujours la femme qui allait réduire un monde entier en cendres. Mais elle n'était pas seule, elle a pris son café. Il était devenu froid. Elle l'a bu quand même. Et quelque part, à 150 kilomètres derrière elle, Dante Salvatore sortait de l'autoroute à la dernière station-service avant la frontière suisse, montrant la photo de sa femme à un adolescent à la caisse.
et disant pour la 20e fois ce jour-là les mêmes mots qu'il allait continuer à dire jusqu'à ce qu'il la trouve ou jusqu'à ce qu'il meure. S'il vous plaît, l'avez-vous vu? S'il vous plaît, l'avez-vous vu? S'il vous plaît. L'adolescente à la caisse a regardé la photo pendant longtemps, plus longtemps que tous les autres. Assez longtemps pour que le cœur de Dante se mette à battre contre ses côtes d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des heures. Peut-être, a dit le garçon. Dante est devenu très immobile, peut-être. Il y avait un camion de fromage il y a quelques heures. Stefano, celui qui monte à Lugano les mardis et vendredis. Il s'est arrêté pour un Red Bull. J'ai vu quelque chose bouger à l'arrière quand il a ouvert. Quelque chose a bougé. Un manteau crème. J'ai cru que j'avais des hallucinations. Je ne lui ai rien dit. Stefano paye en espèces. Il donne de bons pourboires. Je me mêle de mes affaires. Le garçon a haussé les épaules, mais ça ressemblait à un manteau. Dante a posé un billet de 200 € sur le comptoir. Avez-vous son numéro? Le numéro de Stefano? Non, mais je connais son itinéraire. Il dépose le fromage dans un entrepôt près de Lugano et il prend généralement un café au café de la gare avant de revenir. La gare? Ouais, Dante a pris la main du garçon. Il l'a serré fort, comme si le garçon venait de lui sauver la vie, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Gamin, a-t-il dit. Comment t'appelles-tu? Luca. Luca, tu viens de faire une très bonne chose pour un homme très stupide. Je me souviendrai de toi. Pas dans le mauvais sens, dans le bon. Tu comprends? Le garçon a cligné des yeux. D'accord, signor. Dante est monté dans la voiture. Il n'a pas conduit jusqu'à la frontière. Il a conduit plus vite que ça. Il a conduit comme un homme qui venait de se souvenir à quoi servaient ses jambes. À Lugano, la voiture bleue s'est arrêtée au trottoir après exactement 40 minutes. Le chauffeur est sorti. C'était un petit homme, peut-être 60 ans, avec un visage très calme. Il s'est approché du banc d'Elena. Il n'a pas regardé autour de lui. Il n'a pas vérifié les caméras. Il s'est juste penché devant elle, comme Don Ritchie s'était penché il y a 23 ans lors de funérailles. « Signora », a-t-il dit doucement. Le nom de votre mère était Sofia Romano avant d'être Sofia Bellini. Don Ritchie attend. Elena s'est levée. « Merci », a-t-elle dit. « Ne me remerciez pas, signora. Remerciez-la. » Il a ouvert la porte. Elle est montée. Il s'est éloigné du trottoir et la gare où elle venait de s'asseoir pendant 41 minutes à boire du café froid a glissé derrière elle comme quelque chose qu'elle avait rêvé. « Combien de temps dure le trajet ?» a-t-elle demandé. « 30 minutes. Il a une maison sur le lac. Elle n'est sur aucune carte. Personne ne la connaît. Vous serez en sécurité ce soir. Est-il seul? Non, signora. Sa fille est avec lui et son médecin. Il n'est pas bien. La main d'Elena est allée à sa poitrine. À quel point? 3 mois peut-être, peut-être moins. C'est pourquoi il a dit oui quand vous avez appelé. Il attendait votre appel depuis 23 ans. Signora, il avait peur de mourir avant que vous n'arriviez. Elena a fermé les yeux. Un instant, à l'arrière de cette voiture bleue silencieuse, elle s'est laissée ressentir quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis 2 jours. Pas la peur, pas la rage, pas le calme froid et stratégique d'une femme faisant une liste de noms. Juste le chagrin. Juste le simple chagrin humain d'une fille qui avait perdu sa mère 2 fois, une fois au cancer et une fois à la vérité, et qui était maintenant sur le point de perdre le seul homme encore en vie qui avait aimé sa mère, avant qu'elle ne soit une épouse, une veuve ou un fantôme. Elle a respiré à travers, puis elle a ouvert les yeux. « Conduisez plus vite, s'il vous plaît », a-t-elle dit. Le chauffeur a hoché la tête. Il a conduit plus vite. La maison de Don Ritchie était petite. Elena s'attendait à quelque chose de plus grand. Elle s'attendait à une villa, du marbre, des gardes, tout le cirque de la vieille fortune et du vieux pouvoir. Au lieu de cela, un cottage, des murs blancs, des volets bleus, un jardin qui avait été aimé pendant des décennies par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Le chauffeur l'a accompagné jusqu'à la porte. Il a frappé 2 fois. Une femme a répondu. La cinquantaine. Cheveux argentés tirés en arrière, yeux rouges d'avoir pleuré. Elena? Oui, je suis Chiara. Mon père vous demande depuis 1 heure. Entrez, s'il vous plaît. Elena est entrée. Don Ritchie était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture. Il était plus petit que dans le souvenir d'Elena, plus mince. Son visage réduit à l'os et à la peau. Mais quand il l'a vue, ses yeux, qui étaient les mêmes yeux qui s'étaient agenouillés devant elle sur la tombe de sa mère,
Ses yeux se sont illuminés comme les yeux des vieillards ne s'illuminent que 2 fois dans une vie, au début et à la fin. Elena, viens ici, mon enfant, viens de plus près. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Elena s'est approchée de lui. Elle s'est agenouillée devant son fauteuil, comme il s'était autrefois agenouillé devant elle. Il a pris son visage entre ses 2 mains. Tu as la bouche de ta mère, a-t-il dit. Sais-tu que tu as exactement sa bouche? Je le disais à ton père, j'ai dit. Giovanni, cette bouche te dira la vérité un jour, et tu n'aimeras pas ça. Il a ri et le rire s'est transformé en tout, et Chiara s'est avancée, mais il l'a repoussée d'un geste. Je vais bien. Je vais bien. Elena, montre-moi le livre. Elena est sortie l'enveloppe de son manteau. Elle l'a placée sur ses genoux. Il l'a ouverte avec des mains qui tremblaient un peu. Il a feuilleté le registre. Il a tourné à la page concernant sa mère. Il s'est arrêté là. Il l'a regardé pendant longtemps, puis très doucement, il a fermé le livre et le lui a rendu. Ta mère savait, a-t-il dit. Quoi? Ta mère savait, Elena. La semaine avant sa mort. Elle l'a découvert. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, Richie, mon mari va me tuer. Je le sais, j'ai vu ses yeux. Et je lui ai dit, viens avec moi tout de suite, amène Elena. Je vous cacherai toutes les 2. Et elle a dit, non. Pourquoi? Parce qu'il vous aurait trouvé, mon enfant. Il vous aurait traqué jusqu'au bout du monde. Sophia savait, elle a choisi. Elle a choisi de le laisser faire ce qu'il allait faire pour qu'il ne te regarde jamais, jamais comme il la regardait d'elle. Et elle m'a fait promettre. Elle m'a fait promettre, Elena, que je te surveillerais. Pas de près, pas là où quelqu'un pourrait te voir, juste d'assez loin pour que je sache si tu avais besoin de moi. Elena pleurait maintenant, ouvertement, sans dignité. Comme elle n'avait pas pleuré quand Dante avait dit ces mots au petit déjeuner. Comme elle n'avait pas pleuré quand elle avait lu le nom de sa mère dans le registre. Elle t'aimait, a dit Don Richie. Elle t'aimait plus que sa propre vie. Littéralement mon enfant. Littéralement plus que sa propre vie. Comprends-tu ce que je te dis? Oui. Bien. Maintenant, parle-moi de ton mari. Elena s'est essuyé le visage. Il arrive, a-t-elle dit. Comment le sais-tu? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il arrive. Le vieil homme a hoché la tête lentement. Alors nous avons une décision à prendre, toi et moi. Parce que je peux faire en sorte qu'il ne vienne pas, Elena. Je peux passer un coup de fil depuis ce fauteuil et ton mari ne passera pas la frontière suisse. Veux-tu que je passe que l'appel? Elena a ouvert la bouche et elle a constaté qu'elle ne pouvait pas répondre. Dante a atteint Lugano à 8 heures du soir. Il est allé directement au café de la gare. Stefano n'était pas là. La femme derrière le comptoir se souvenait de lui. Grand homme italien, camion de fromage, boit 2 expressos, donne toujours des pourboires en pièces, mais elle ne l'avait pas vu depuis 4 heures de l'après-midi. Où serait-il allé? Probablement chez lui. Il vit à Bellinzona. Avait-il quelqu'un avec lui? Non, signor. Il était seul. Il l'est toujours. Dante est sorti du café. Il s'est tenu sur le quai. Des trains arrivaient, des trains partaient. Des gens avec des valises, des enfants et des visages fatigués flottaient autour de lui. Et il est resté immobile au milieu d'eux. Et il a réalisé quelque chose qui aurait dû être évident des heures plus tôt. Il n'allait pas la trouver. Pas comme ça. Pas en montrant des photos à des étrangers. Pas en poursuivant des camions de fromage. Si Elena était arrivée si loin, de l'autre côté de la frontière, dans un autre pays, avec 24 heures d'avance et le registre d'un père dans sa poche, alors elle n'était pas arrivée si loin par accident. Quelqu'un l'avait aidée. Quelqu'un avec plus qu'un taxi et une ferme porcine. Quelqu'un qui savait. Il a sorti son téléphone. Il a regardé la photo d'elle dans sa cuisine, dans sa chemise, souriant pour elle-même à la cafetière. « D'accord, Elena, a-t-il dit à la photo. « D'accord, je vais arrêter de te poursuivre. Je vais m'asseoir quelque part et je vais attendre. Et si tu veux venir me trouver, tu viendras me trouver. Et si tu ne le fais pas, je le saurai. » Il a réservé une chambre à l'hôtel le moins cher de Lugano. Il a envoyé un seul texto à un seul numéro. C'était le numéro de Maria. Si elle appelle la maison pour me chercher, dis-lui que je suis à l'hôtel Stella Lugano, chambre 207. Dis-lui que je n'amène personne. Dis-lui que je ne vais nulle part. Dis-lui que j'attendrai. Puis il a éteint le téléphone. Il ne l'a pas rallumé.
Le téléphone de Don Ritchie a sonné à 9h30. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Il a écouté pendant longtemps. Il a dit « Êtes-vous sûr ?» Il a écouté à nouveau. Il a dit « Merci, Maria. » « Oui, elle est là, elle est sauvée. Que Dieu vous bénisse. » Et il a raccroché. Elena l'a regardé. « Il est à l'hôtel Stella, » a dit le vieil homme. « À Lugano, chambre 207. Il est venu seul. Pas d'homme, pas de téléphone. Il a dit à sa gouvernante de te dire où il était, puis il a éteint son téléphone. Il est assis dans cette chambre en ce moment, à t'attendre. » Elena l'a dévisagé. « Maria vous a appelé. Maria m'appelle depuis 11 mois, mon enfant. Je le lui ai demandé. Le jour de ton mariage, je lui ai fait passer le mot. J'ai dit, si jamais il arrive quelque chose à cette fille, tu m'appelles et tu m'appelles en premier. » Il a haussé les épaules. Les vieillards ont leur méthode. Donc, tu as surveillé d'assez loin, comme je l'avais promis à ta mère. Oui, Elena a ri, un rire court et perplexe. Ma vie entière, a-t-elle dit, a eu plus de gens que je ne le pensais. Elena, écoute-moi. C'est le moment pour lequel ta mère te préparait sans que tu le saches. Tu as 3 choix. Option 1, je passe le coup de fil. Ton mari est un homme mort avant le matin. Tu hérites de son empire grâce à la clause de veuve que ton père a mise dans ton contrat de mariage. Oui, mon enfant, il y en a une. Il n'était pas un imbécile. Et tu le réduis en cendres de l'intérieur. Lentement, légalement, proprement. Option 2. Tu publies le registre. Tu le donnes aux journalistes. Le monde entier brûle, y compris tout le monde dans ce livre, y compris moi, y compris ton mari et y compris peut-être toi. C'est l'option la plus honnête. C'est aussi celle qui a le plus de chances de te faire tuer. Option 3. Le vieil homme l'a regardé pendant très très longtemps. Option 3, a-t-il dit, tu vas à l'hôtel Stella, chambre 207. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis tout. Le registre, ta mère, ton père, tout. Tu le laisses être, pendant 1 heure, un mari au lieu d'un chef de la mafia. Et puis tu décides, non pas sur la base de ce qu'il a dit au petit déjeuner hier, mais sur la base de ce qu'il te dit ce soir, s'il vit ou s'il meurt. Don Ritchie, Elena, je ne te dis pas de lui pardonner. Je ne te dirai jamais ça. Le pardon n'est pas à moi de le demander, et je pense que peut-être il n'est pas à toi de le donner. Je te dis que ton mari est assis dans une chambre d'hôtel avec son téléphone éteint, seul. Et c'est la première chose honnête que cet homme a faite de toute sa vie d'adulte. Et ta mère Elena, voudrait que tu le voies de tes propres yeux avant de te décider. Elena est restée silencieuse pendant longtemps. Puis-je emprunter la voiture bleue, a-t-elle finalement dit. Le vieil homme a souri. Prends-la aussi longtemps que tu en as besoin. Dante était assise au bord du lit de l'hôtel quand elle a frappé. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas couru à la porte. Une partie de lui, la partie qui avait été un mari avant d'être quoi que ce soit d'autre, savait exactement qui c'était. Il s'est levé lentement. Il s'est dirigé vers la porte. Il l'a ouverte. Elena se tenait dans le couloir. Elle portait le même manteau crème qu'elle avait en quittant la maison. Elle portait l'enveloppe. Elle était plus mince qu'hier. Elle était plus âgée qu'hier. Elle était une étrangère et elle était sa femme. Et elle était la femme dans la cuisine souriant à la cafetière. Tout à la fois, Elena. « Ne, a-t-elle dit, ne dis rien pour l'instant. Laisse-moi parler d'abord. » Il s'est écarté. Elle est entrée. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est tenue près de la fenêtre, le dos tourné vers lui. Elle a vers lui. Et elle a commencé à parler. Elle lui a parlé du registre. Elle lui a parlé de sa mère. Elle lui a parlé de son père. Elle lui a dit ce que son père avait fait au père de Don. Et elle l'a vu devenir blanc. Et elle n'a pas arrêté. Elle lui a parlé de Paolo, de Bruno, de Stefano et de Don Ritchie. Elle lui a parlé de la liste de noms dans la poche de son manteau et du nom qui était en haut de celle-ci. Quand elle a eu fini, elle s'est retournée et l'a regardé. « Maintenant, c'est à toi de parler, a-t-elle dit. Dante s'est assis au bord du lit. Il a posé ses mains sur ses genoux. « Elena, je t'ai menti hier. Quelle partie? » « Tout. La partie où je disais ne jamais t'avoir aimé. La partie où je disais t'avoir épousé pour ton père. Je t'ai épousé pour ton père. Cette partie est vraie. Mais quelque part au cours des 3 premiers mois, j'ai cessé d'être marié à toi pour ton père. J'ai commencé à être marié à toi pour toi. Et je ne savais pas quoi en faire, Elena. Je n'avais jamais aimé personne. Mon propre père m'a appris que l'amour était une faiblesse et que ça me tuerait.
Et je l'ai cru parce que je l'ai vu enterrer une femme et 2 frères et vivre jusqu'à 80 ans quand même. Dante, laisse-moi finir s'il te plaît. Je n'ai jamais dit tout ça à voix haute. Je ne sais même pas si je peux le faire 2 fois. Elle a hoché la tête. Chaque matin pendant 11 mois, je me suis réveillé et je me suis dit, aujourd'hui, je vais être froid avec elle. Aujourd'hui, je vais être prudent. Aujourd'hui, je vais maintenir la distance. Chaque matin, 11 mois, 330 matins, Elena, parce que j'avais peur de ce qui m'arriverait si je franchissais cette ligne. De quoi avais-tu peur? De ça, a-t-il dit simplement. J'avais peur de ça. J'avais peur qu'un jour je dise quelque chose de stupide et que tu partes et que je découvre que j'étais un homme qui ne pouvait pas vivre sans sa femme. Et j'avais raison, Elena. J'avais raison sur toute la ligne. Je ne savais juste pas que j'avais raison avant que tu ne sois parti. Elena ne s'est pas assise. Elle n'a pas bougé. Elle est restée près de la fenêtre et l'a regardé le dire et l'a regardé le penser et elle n'a pas dit un mot pendant très longtemps. Puis elle a dit, « C'est trop tard, Dante. » Il a hoché la tête lentement. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas supplié. Il a juste hoché la tête comme un homme hoche la tête à un médecin qui lui a dit quelque chose qu'il savait déjà. « Je sais, a-t-il dit. Vraiment? Je pense que oui. Je pense que je l'ai su à la minute où j'ai lu ton mot. Mon mot ne contenait que 3 mots. C'était suffisant. Elle s'est éloignée de la fenêtre. Elle s'est assise en face de lui sur la petite chaise près du bureau. Elle a posé l'enveloppe sur le lit entre eux. « Voici ce qui va se passer, a-t-elle dit. Je vais laisser cette enveloppe à Don Richie. Il en gardera une copie dans un endroit sûr. Si je meurs d'une manière qui n'est pas naturelle, un accident de voiture, un vol, une chute dans les escaliers, il la publiera. Tout, chaque nom, y compris le tien. D'accord? En échange, tu ne viendras pas me chercher. Tu n'enverras pas d'homme. Tu n'appelleras pas. Tu n'écriras pas. Tu vivras ta vie et je vivrai la mienne. Et si jamais nous nous recroisons par accident dans un restaurant ou un aéroport, tu me feras un signe de tête comme à une étrangère et tu continueras ton chemin. D'accord? Tu acceptes très vite, Dante? J'accepte parce que tu as raison. J'accepte parce que j'ai perdu le droit d'avoir une opinion sur toi hier matin. J'accepte parce que si te laisser partir est la seule chose aimante que je puisse faire de toute ma vie, alors je vais le faire correctement. Les yeux d'Elena se sont remplis de larmes. Elle n'a pas laissé les larmes couler. Une dernière chose, a-t-elle dit, n'importe quoi. Je veux que tu quittes l'Empire. Il l'a dévisagé. Elena, pas pour moi, pas pour nous, pour toi. Parce que si tu restes dans cette maison, dans ce fauteuil, dans cette vie, si tu continues à être l'homme que ton père a fait de toi, alors tout ce que nous venons de dire dans cette pièce est un mensonge. Tu rentreras chez toi et tu seras de nouveau froide avant le matin. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule en attendant de voir si tu le pensais vraiment. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, Dante. Quelque part où personne ne t'appelle patron. Ta sœur t'attend depuis 4 ans. Commence par là. Il est resté silencieux pendant longtemps. D'accord, a-t-il finalement dit. D'accord, d'accord, Elena, je vais le quitter. Je le donnerai à Matteo. J'irai à Londres. Je dînerai avec les enfants de ma sœur dont je ne connais pas les noms. J'apprendrai leurs noms. Je serai un homme différent. Je ne sais pas si je peux le faire, mais j'essaierai. J'essaierai parce que tu me l'as demandé. Elle s'est levée. Elle a ramassé l'enveloppe. Elle s'est dirigée vers la porte. Et à la porte, la main sur la poignée, elle s'est retournée une dernière fois et l'a regardé. L'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui l'avait brisé, l'homme qui l'avait poursuivi à travers un pays pour s'asseoir seul dans une chambre d'hôtel avec son téléphone éteint parce que c'était la seule chose honnête qu'il savait faire. Dante, oui, je t'ai aimé, a-t-elle dit. Pendant 11 mois, je t'ai aimé. Je voulais que tu le saches. Pas parce que ça change quoi que ce soit, parce que c'est vrai. Il a fermé les yeux. Elena, a-t-il dit, je vais t'aimer pour le reste de ma vie. Je sais, a-t-elle dit. Et puis elle est sortie. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle a descendu le couloir, les escaliers, est sortie de l'hôtel et est montée dans la voiture bleue où le chauffeur de Don Richie attendait, moteur en marche. Elle laisse monter. Elle a fermé la porte. Elle a tenu l'enveloppe sur ses genoux. Où allons-nous, Signora? L'aéroport, a-t-elle dit. N'importe quel vol, n'importe où, qui n'est pas ici. Oui, Signora. La voiture s'est éloignée du trottoir.
Et Elena n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas jeté un dernier regard à la fenêtre de l'hôtel. Elle a juste mis sa main dans la poche de son manteau, a trouvé la croix d'argent de sa mère et l'a tenue dans sa paume tout le long du trajet jusqu'à l'aéroport. 6 mois plus tard, dans une petite librairie de Buenos Aires, une femme aux cheveux courts et sombres était assise derrière le comptoir, lisant un journal en espagnol. Le titre disait qu'une grande famille du crime italien s'était effondrée du jour au lendemain après la démission volontaire de son chef. Un homme nommé Dante Salvatore, qui aurait témoigné pour l'État, est disparu dans un programme de protection des témoins. 11 sénateurs avaient été inculpés. 2 juges avaient démissionné. Un cardinal était sous enquête. Le registre de preuves, livré anonymement à un journaliste à Rome, était qualifié de plus grand coup porté au crime organisé de l'histoire italienne. La femme derrière le comptoir a plié le journal. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a juste mis de côté, a cherché sous le comptoir et sorti une croix d'argent sur une fine chaîne et l'a mise pour la première fois en 6 mois. Une cliente est entrée, une petite fille avec sa mère. La petite fille voulait un livre sur les pirates. Piratas, a dit la femme dans le meilleur espagnol qu'elle pouvait. Oui, ici. Elle a conduit la petite fille à l'étagère. Elle a choisi un livre. Elle le lui a tendu. La petite fille lui a souri, édentée et ravie. Et pendant 1 seconde, Elena Bellini, non. Anna Conti, non. Une femme qui avait enfin gagné un nouveau nom pour elle-même. Pendant 1 seconde, elle a souri en retour. Et c'était le premier vrai sourire de toute sa vie. Elle n'est pas retournée. Elle n'est jamais retournée. Ferait jamais.